Léonce passa l'été à Vichy et revint au mois d'octobre. Il ramena un grand domestique blond et un magnifique cheval noir. C'était l'héritage d'un Anglais mort du spleen entre 2 verres d'eau. Il me fit annoncer son retour par le superbe Jack, dont la livrée gris de souris excita mon admiration. Jack portait sur ses boutons les armes des Bey, sans me payer de droit d'auteur. Le plus beau de mes amis me reçut dans un appartement empreint d'une coquetterie mâle. On n'y voyait aucun de ces brimborions qui trahissent l'intervention d'une femme, pas même une chaise de tapisserie. Le meuble de la salle à manger était en chêne. Le salon, de brocatelle ponceau, avait un air décent, riche et confortable. Le cabinet de travail était plein de dignité. Vous auriez dit le sanctuaire d'un auteur qui écrit l'histoire des croisades. Dans la chambre à coucher, on voyait une énorme tapisserie représentant la clémence d'Alexandre, une table de toilette en marbre blanc, un magnifique nécessaire, étalé dans l'ordre le plus parfait, 4 fauteuils de moquette et un lit à colonnes, lit monastique, large de 3 pieds, tout au plus. La décoration ne donnait aucun démenti aux assurances de l'ameublement. Dans le salon, des paysages. Dans la salle à manger, un tableau de chasse, des volatiles, des natures mortes. Dans le cabinet, un trophée d'armes, de cannes et de cravaches, et 4 grands passe-partout remplis de gravures à l'eau forte qui auraient ne pu figurer chez le farouche Hippolyte. Dans la chambre à coucher, 5 ou 6 portraits de famille, achetés d'occasion chez les brocanteurs de la rue Jacob. Les meubles, les tableaux, les gravures et les livres de la bibliothèque, triés avec un soin scrupuleux, chantaient à l'unisson les louanges de Léonce. Les belles-mères pouvaient venir. Mon premier soin en entrant fut de chercher les cigares, mais Léonce ne fumait plus. Il disait que le cigare, qui unit les hommes entre eux, n'a pas la vertu d'arranger les mariages, et que le tabac offense également les femmes et les abeilles, créatures ailées. Il me raconta sa campagne d'été et me montra triomphalement 25 ou 30 cartes de visite qui représentaient autant d'invitations pour l'hiver. « Lise tous ces noms, me dit-il, et tu verras si j'ai jeté ma poudre aux moineaux. » Je m'étonnais de ne voir que des noms de la banque et de l'industrie. Pourquoi cette préférence? Les héros de Balzac allaient au faubourg Saint-Germain. Ils avaient leurs raisons, dit Léonce. Moi, j'ai les miennes pour n'y pas aller. À la chaussée d'Antin, mon nom et mon titre peuvent me servir. Ils me nuiraient peut-être au faubourg Saint-Germain. Annonce un marquis dans un salon de la rue Laffitte. 50 personnes regarderont la porte. Rue de l'Université, personne ne lèvera les yeux. Les valets eux-mêmes y sont blasés sur les marquis. Et puis, tous ces nobles de vieille date se connaissent et s'entendent. Ils sauraient bientôt que je ne suis pas des leurs. On ne demanderait pas à voir mes parchemins, mais on se dirait à l'oreille qu'on ne les a jamais vus. Mon marquisat serait éventé, et l'on m'enverrait chercher fortune ailleurs. Du reste, les grandes fortunes sont rares dans ce noble faubourg. Je me suis informé, il y en a 100 ou 150, si vieilles, que tout le monde en a entendu parler, si claires, si évidentes, si bien établies au soleil, que tout le monde en a envie. De là, 20 prétendants, autour d'une héritière. J'aurai beau jeu à faire le 21e. On ne m'y prendra pas. Regarde la rive droite, quelle différence. Dans le salon du moindre banquier ou du plus modeste agent de change, tu vois danser dans le même quadrille une douzaine de fortunes colossales, ignorées du public, et qui ne se connaissent pas entre elles. Celle-ci date de 20 ans, celle-là d'hier. L'une sort d'une raffinerie d'Auteuil, l'autre d'une usine de Saint-Étienne, l'autre d'une manufacture de Mulhouse. L'une arrive directement de Manchester, l'autre débarque à peine de Chandernagore. Les étrangers sont tous à la chaussée d'Antin.
dans cette cohue toute retentissante du bruit de l'or, toute scintillante de diamants, on se rencontre, on se connaît, on s'aime, on s'épouse, en moins de temps qu'il n'en faut à une duchesse pour ouvrir sa tabatière. C'est là qu'on sait le prix du temps. C'est là que les hommes sont vivants, remuants et pressés d'agir comme moi. C'est là que je jetterai mon filet dans l'eau bruyante et tumultueuse. Il me récita un passage d'Ulysse dans la vallée, qui contenait les règles de sa conduite. C'est la dernière lettre de Madame de Mortsauf au jeune Vandenesse. Nous relûmes ensuite les conseils d'Henri de Marsay à Paul de Manerville. Puis il demanda le déjeuner. Puis il perdit 2 heures à sa toilette, 2 heures justes, à l'exemple de Monsieur de Marsay. Je le vis assez souvent dans le cours de l'hiver, pour remarquer comme il pratiquait les leçons de son maître. S'il est vrai que le travail mérite récompense et que toute peine soit digne de loyer, il lui était dû d'épouser Modeste Mignon, Eugénie Grandet ou Mademoiselle Taillefer. Il se montrait partout, aux heures où l'on se montre. Il galopait au bois tous les soirs, aussi exactement que si sa course eût été payée. Il ne manqua aucune première représentation des théâtres de bonne compagnie. Il fut assidu aux Italiens, comme s'il eût aimé la musique. Il ne refusa pas une invitation, ne perdit pas un bal, et n'oublia jamais une visite de digestion, en quoi je l'admirais. Sa toilette était exquise, sa chaussure parfaite, son linge miraculeux. J'avais honte de sortir avec lui même le dimanche, où nous portions des chemises empesées. Quant à lui, il sortait volontiers avec moi. Il avait loué pour 6 mois un coupé tout neuf où le carrossier avait peint provisoirement ses armoiries. Dans le monde, il se recommanda dès l'abord par 2 talents qui vont rarement ensemble. Il était danseur et causeur. Il dansait le mieux du monde, au point de faire dire qu'il avait de l'esprit jusqu'au bout des pieds. Il avait des jarrets solides, ce qui ne gâte rien, et un bras à porter une valseuse de plomb. Toutes les filles qui dansèrent avec lui étaient enchantées d'elles-mêmes, et de lui par conséquent. Les mères, de leur côté, veulent toujours du bien à l'homme qui fait briller leurs filles. Mais lorsqu'après une valse ou un quadrille, il allait s'asseoir au milieu des femmes d'un certain âge, le penchant qu'on avait pour lui se changeait en enthousiasme. Il avait trop de bon goût pour lancer des compliments à la tête des gens, mais il faisait trouver des idées à ses voisines, et les plus sottes devenaient spirituelles au frottement de son esprit. Il se refusait sévèrement les douceurs de la médisance, ne remarquait aucun ridicule, ne relevait aucune sottise, et plaisantait sur toute chose sans blesser personne, ce qui n'est pas toujours facile. Il n'avait aucune opinion sur les matières politiques, ne sachant pas dans quelle famille l'amour pouvait le faire entrer. Il s'observait, se surveillait et s'épiait perpétuellement sans en avoir l'air. Il se disait à lui-même 100 fois par soirée « Ma fille, tenez-vous droite ». Autant il était gracieux devant les femmes, autant il était froid dans ses rapports avec les hommes. Sa roideur frisait l'impertinence. C'était encore un moyen de faire sa cour à celles dont il attendait tout, une façon détournée de leur dire « Je ne vis que pour vous seul, le sexe faible et sensible aux hommages des forts, et c'est double plaisir de faire courber une tête orgueilleuse. » Sa superbe était trop affectée pour passer inaperçue. Elle lui attira des querelles. Il se battit 3 fois et corrigea ses adversaires galamment du bout de l'épée. Le plus malade des 3 fut 15 jours au lit. Le monde sut gré à Léonce de sa modération comme de sa bravoure, et l'on reconnut en lui un beau joueur qui prodiguait sa vie en ménageant celle des autres. C'était, au reste, le seul jeu qu'il se permit. Quand la lettre de Madame de Mortsauf ne l'aurait pas prémuni contre les cartes, il s'en serait défendu de lui-même, dans l'intérêt de sa réputation et de ses finances. Il jetait l'argent à pleine main,
mais à bon escient. Il ne refusait ni un billet de concert, ni un billet de loterie. Nul citoyen des salons de Paris ne payait plus largement ses contributions. Il savait à l'occasion vider son porte-monnaie dans la bourse d'une quêteuse ou s'inscrire pour 20 louis sur le carnet d'une dame de charité. Il dépensait beaucoup pour la montre et fort peu pour le plaisir, comptant pour inutile tout débourser, fait sans témoin. C'est en cela surtout qu'il se distinguait de ses modèles, les Rubempré et les de Marsay, hommes de joie et grands viveurs. Il ne faisait pas de dettes, il n'avait pas de maîtresse, il évitait tout ce qui pouvait l'arrêter dans sa course. Il voulait arriver sans retard et sans reproche. Malgré de si louables efforts, il dépensa 3 mois d'hiver et 35 000 francs d'argent, sans trouver ce qu'il cherchait. Peut-être manquait-il un peu de souplesse. Je l'aurais voulu plus moelleux. À l'étudier de près, on découvrait un bout d'oreille bretonne qui pouvait effaroucher le mariage. Il était trop agité, trop nerveux, trop tendu. C'était une machine supérieurement montée, mais on entendait le bruit des roues. Une femme de 30 ans aurait pu lui donner le supplément de manière qui lui manquait. Et, si j'en crois la renommée, il avait des professeurs à choisir, mais son siège était fait, et il n'accepta les leçons de personne. Quand je lui fis ma visite de Nouvel An, il passa en revue les 3 mois qui venaient de s'écouler. Il n'avait encore trouvé que des parties inaccessibles, une veuve légère et légèrement ruinée, une princesse russe plus riche, mais suivie de 3 enfants d'un premier lit, et la fille d'un spéculateur taré. « Je n'y puis rien comprendre, me dit-il avec une certaine amertume. J'ai des amis et point d'ennemis. Je connais tout Paris et je suis connu. Je vais partout, je plais partout. Je suis lancé, je suis même posé, et je n'arrive à rien. Je marche droit, à mon but, sans m'arrêter en route. On dirait que le but recule devant moi. Si je cherchais l'impossible, on s'expliquerait cela. Mais qu'est-ce que je demande? Une femme de mon milieu, qui m'aime pour moi. Ce n'est pas chose surnaturelle. Mathieu a trouvé dans son monde ce que je poursuis vainement dans le mien. Cependant, je vaux bien Mathieu. Au physique, du moins. As-tu de leurs nouvelles? Pas souvent. Les heureux sont égoïstes, le licencié améliore ses terres. Il marne, il sème du sarrasin, il plante des arbres, sans niaiserie. Sa femme va aussi bien que le comporte son état. On espère l'arrivée de Mathieu, 2 pour le mois d'avril. Il n'y a pas de temps perdu. Je ne te demande pas si l'on s'aime toujours. Comme dans l'arche de Noé. Papa et maman sont à genoux devant leur belle-fille. Madame Bourgade a bien pris. Il paraît que c'est décidément une femme distinguée. Tout ce monde s'occupe, s'amuse et s'adore. Ils ont du bonheur. Tu n'as jamais eu la velléité de courir les rejoindre avec le restant de tes écus? Ma foi, non. J'aime mieux mes ennuis que leurs plaisirs. Et puis, il n'est pas encore temps d'aller me cacher. En effet, 8 jours après, il arriva tout radieux au parloir de l'école. « Brr, fit-il, on n'a pas chaud ici. 15 degrés, mon cher, c'est le règlement. Le règlement n'est pas si frileux que moi, et j'ai bien fait de me laisser refuser, d'autant plus que je touche à mon but. Tu es sur la voie? J'ai trouvé. » Léonce avait remarqué la gentillesse et l'élégance d'une toute petite femme, si frêle et si mignonne, que ses perfections devaient être admirées au microscope. Il avait valsé avec elle, et il avait failli la perdre plusieurs fois, tant elle était légère, et tant on la sentait peu dans la main. Il avait causé, et il était resté sous le charme. Elle babillait d'une petite voix de fauvette, assez mélodieuse, pour faire croire à quelqu'une de ces métamorphoses qu'Ovide a racontées dans ses vers. Cet esprit féminin courait d'un sujet à l'autre avec une volubilité charmante. Ses idées semblaient onduler au caprice de l'air, comme les marabouts
qui garnissèrent le devant de sa robe. Léonce demanda le nom de cette jeune dame, qui ressemblait si bien à un oiseau-mouche. Il apprit qu'elle n'était ni femme, ni veuve, malgré les apparences, et qu'elle s'appelait Mademoiselle de Stock. Le monde lui donnait 25 ans et une grande fortune. Sur ces renseignements, Léonce se mit à l'aimer. Chez les peuples civilisés, les naturalistes reconnaissent 2 variétés d'amour honnête. L'une est une plante sauvage qui se sème spontanément dans les cœurs, qui se développe sans culture, qui jette ses racines jusqu'au plus profond de notre être, qui résiste au vent et à la pluie, à la grêle et à la gelée, qui repousse si on l'arrache, et qui emprunte à la nature une vigueur et une ténacité invincibles. L'autre est une plante de jardin que nous cultivons nous-mêmes, soit pour ses fleurs, soit pour ses fruits. Tantôt c'est une mère qui la sème dans l'âme de sa fille, pour la préparer insensiblement à un brillant mariage. Tantôt, on voit 2 familles, désireuses de s'unir par un lien étroit, sarclées et arroser dans le cœur de leurs enfants une petite passion potagère. Quelquefois un jeune ambitieux, comme Léonce, s'applique à développer en lui les germes d'un amour qui promet des fruits d'or. Cette variété, plus commune que la première, se cultive en plate-bande dans les salons de Paris. Mais, comme toutes les plantes de jardin, elle est délicate, elle exige des soins, elle résiste rarement au froid et jamais à la misère. Léonce se fit montrer le baron de Stock, qui jouait à l'écarté et perdait des sommes avec l'indifférence d'un millionnaire. En ce moment, mademoiselle de Stock lui parut encore plus jolie. Le baron portait une assez belle brochette de décorations étrangères. Sa fille est adorable, pensa Léonce. Il se fit présenter à la baronne, une noble poupée d'Allemagne, couverte de vieux diamants enfumés. Cette digne femme lui plut au premier coup d'œil. Peut-être l'eût-il trouvée un peu ridicule si elle n'avait pas eu une fille aussi spirituelle. Peut-être aussi aurait-il jugé que mademoiselle de Stock manquait un peu de distinction s'il ne lui eût pas connu une mère aussi majestueuse. Il dansa tout un soir avec la jolie Dorothée et murmura à son oreille des paroles de galanterie qui ressemblaient fort à des paroles d'amour. Elle répondit avec une coquetterie qui ne ressemblait pas à de la haine. La baronne, après s'être renseignée, invita Léonce à ses mercredis. Il y fut assidu. Monsieur de Stock habitait, rue de la Rochefoucauld, un petit hôtel entre cour et jardin dont il était propriétaire. Léonce se connaissait en mobilier, depuis qu'il avait acheté des meubles. Sans être expert, il avait le sentiment de l'élégance. Il pouvait se tromper, comme tout le monde, car il faut être commissaire-priseur pour distinguer un bronze artistique d'un surmoulage à bon marché, pour deviner si un meuble est bourré de crin ou nourri économiquement d'étoupe, et pour reconnaître à première vue si un rideau est en lampas ou en damas de laine et soie. Cependant, il n'était pas du bois dont on fait les dupes, et l'intérieur du baron le ravit. Les domestiques, en livrée amarante, avaient de bonnes têtes carrées et un accent allemand qui écorchait délicieusement l'oreille. On reconnaissait en eux de vieux serviteurs de la famille, peut-être des vassaux nés à l'ombre du château de Stock. Le train de maison représentait une dépense de 60 000 francs par an. Le jour où Léonce fut accueilli par le baron, fêté par la baronne et regardé tendrement par leur fille, il put dire sans présomption « J'ai trouvé ». Vers le milieu de janvier, il sut que Dorothée devait quêter, pour les pauvres, à Notre-Dame de Lorette. Lui qui manquait souvent la messe, il fut d'une ponctualité exemplaire. Il me fit déjeuner au galop et m'entraîna avec lui sur le coup d'1 heure. J'ai oublié les détails de sa toilette, mais je me rappelle bien qu'elle éblouissait. Je reconnus mademoiselle de Stock au portrait
qu'il m'en avait fait, quoiqu'il eût oublié de me dire qu'elle était brune comme une Maltaise. Une Allemande brune est un phénomène assez rare pour qu'on en fasse mention. À la fin de la messe, les fidèles défilèrent un à un devant les quêteuses, qui se tenaient à genoux à chaque porte de l'église. Dorothée sollicitait la charité des passants par un coup d'œil interrogatif, d'une grâce toute mondaine. Je mis 2 sous dans sa bourse de velours, l'obole du pauvre écolier. Léonce salua la quêteuse comme dans un salon, en donnant un billet de 1000 francs plié en 4. « Combien te reste-t-il » lui demandai-je sous le vestibule. 13 000 francs et quelques centimes. C'est peu, c'est assez. L'aumône que je viens de faire me sera rendue au centuple. Centuplum accipis. Je ne répondis rien. Je songeais aux pauvres 10 francs de Mathieu. En retournant à la rue de Provence, mon charitable ami me donna quelques notions sur la vie de château dans les seigneuries d'Allemagne. Il me dépeignit ses grands repas arrosés des vins de Tokai et de Johannisberg, ses réunions chamarrées d'uniformes et de rubans, ces salons où l'habit de cour du duc de Richelieu est encore à la mode, et ces chasses miraculeuses, ces grandes battues après lesquelles les lièvres se comptent par milliers, et la venaison se vend dans les boucheries à 30 lieues à la ronde. Il trouva en rentrant une lettre de son frère, fort courte. « Que pourrais-je te dire ?» écrivait Mathieu. « Notre vie est unie comme un miroir. Tous nos jours se ressemblent comme des gouttes de lait dans la même coupe. Les travaux sont arrêtés par l'hiver, et nous passons la journée au coin du feu, entre nous. Tu sais, si la cheminée est large, il y a place pour tous. On mettrait même un fauteuil de plus en se serrant un peu, si tu voulais. Papa tisonne avec acharnement. Tu connais sa passion, la seule passion de sa vie. Si on lui prenait ses pincettes, on le rendrait bien malheureux. Maman Debay et maman Bourgade passent la journée à coudre des brassières, à ourler des couches et à broder de petits bonnets. Aimé tricote des bas de cachemire, de vrais bas de poupée. Quand je vois tous ces préparatifs, il me prend des envies de rire et de pleurer. La chère petite créature aura une layette royale. Le conseil de famille a décidé que si c'était un fils, on l'appellerait Léonce. Ton nom lui portera bonheur, pourvu qu'il ne s'avise pas de ressembler à son père. Nous avons mis ton portrait dans notre chambre, tu sais, ce beau portrait que Boulanger a peint avant de partir pour Rome. Je le montre à Aimé, tous les matins et tous les soirs. Le petit Léonce promet d'être aussi remuant que toi. Sa mère se plaint de lui. Et, ce qui est plus singulier, maman Debay assure qu'elle ressent le contre-coup de tous ses mouvements. Je t'ai dit qu'Aimé avait eu des maux d'estomac dans les premiers temps de sa grossesse, mais quelques bouteilles d'eau minérale et le bonheur de sentir vivre son enfant l'ont réconfortée. Elle engraisse à vue d'œil. Quant à moi, je suis toujours le même, à cela près que je ne travaille plus guère. Tu te rappelles le mot de ce paysan, à qui l'on demandait quelle était sa profession, et qui répondit « Ma femme est nourrice ». Je suis logé à la même enseigne, où peu s'en faut, j'attends mon garçon. Les célèbres thèses n'ont pas fait grand progrès. La guerre du Péloponnèse, de Bello Peloponnesiaco, en est à la mort de Périclès, et Corneille, auteur comique, en reste à Clitandre. Tant pis pour la faculté de Rennes, elle attendra. Je veux être père avant d'être docteur. Ah, frère, si tu savais comme tes plaisirs sont fades, au prix des nôtres, tu viendrais par la diligence, et tu nous ferais grâce du carrosse dont tu nous as menacés. Toi seul nous manques, tu es notre unique souci. Papa fait sa grande ride lorsqu'on parle de la rue de Provence. Enfin, je le rassure en lui disant que si homme au monde doit réussir, c'est toi. Ce sont de bonnes gens, dit Léonce en jetant la lettre sur son bureau. Ils auront bientôt de mes nouvelles. Quelques jours après, le baron
lui tomba du ciel à 10 heures du matin. Un tel démarche était de bon augure. M. Stock visita l'appartement en amateur et fit à part soi l'inventaire du mobilier. Tout homme de bon sens se serait cru chez un fils de famille. Le baron fut enchanté. C'était un aimable homme que cet Allemand. Tout le monde savait qu'il avait été banquier à Francfort-sur-le-Main. Et cependant, il ne parlait jamais de sa fortune. Personne ne contestait sa noblesse, et cependant, il ne parlait jamais de ses titres. Ses châteaux, ses terres, ses forêts étaient les choses dont il semblait le moins se soucier. Jamais il n'en dit mot à Léonce, et Léonce reconnut à cette marque qu'il était un vrai riche et un vrai gentilhomme. De son côté, Léonce était trop délicat pour s'attribuer une fortune mensongère. Il laissait courir l'imagination des gens et ne disputait pas contre ceux qui lui disaient « Vous qui êtes riche », mais il ne se vantait de rien. Lorsqu'il parlait de sa famille, il disait sans emphase « Mes parents habitent leur terre de Bretagne », en quoi il ne mentait nullement. Je lui fis observer que tout se découvrirait à la fin, et qu'il serait forcé de confesser l'origine de sa noblesse et la modicité de sa fortune. « Laisse-moi faire, » répondit-il. « Le baron est assez riche pour permettre à sa fille un mariage d'amour. Dorothée m'aime, j'en suis sûr. Elle me l'a dit. Quand les parents verront que je suis nécessaire au bonheur de leur fille, ils passeront sur bien des choses. Du reste, je ne tromperai personne, et ils sauront tout avant le mariage. » Il ne courtisait pas publiquement mademoiselle de Stock, mais il la voyait tous les soirs dans le monde. Leur liaison, pour être un peu contrainte, n'avait que plus de charme. Les petits obstacles, la surveillance que tous exercent sur tous, le respect des convenances, la nécessité de feindre, ajoutent je ne sais quoi de tendre et de mystérieux à ces amours qui cheminent, de salon en salon, jusqu'à la porte de l'église. La contrainte est un ressort merveilleux qui double les jouissances du cœur comme les forces de l'esprit. Ce qui fait qu'une pensée est plus belle, en vers qu'en prose, c'est la contrainte. Léonce et Dorothée s'écrivaient tous les jours, en vers et en prose, et c'était plaisir de les voir échanger leurs billets à l'abri d'un mouchoir ou à l'ombre d'un éventail. La baronne s'amusait de ces petits manèges. Elle avait lâché la bride au cœur de sa fille, elle lui permettait d'aimer Monsieur de B. Dans les derniers jours de février, Léonce prit son courage à deux mains. Il fit sa demande. Monsieur et Madame de Stock, avertis par Dorothée, le reçurent en audience solennelle. « Monsieur le baron, Madame la baronne, dit-il, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle votre fille, pour ne vous rien laisser ignorer sur ma situation. » Le baron l'interrompit par un geste seigneurial. « Arrêtez-vous ici, monsieur le marquis, je vous en supplie. Tout Paris vous connaît, et ma fille vous aime. Je ne veux rien savoir de plus. Votre nom fût-il obscur, votre père eût-il mangé sa fortune, je vous dirais encore, Dorothée est à vous. » Il embrassa Léonce, et la baronne lui donna sa main à baiser. « Vous ne connaissez pas, dit la baronne, notre romanesque Allemagne. Voilà comme nous sommes tous, du moins dans la haute classe. » Au milieu de la joie la plus folle, Léonce sentit au fond de lui comme une révolte d'honnêteté. « Je ne peux pas tromper ces braves gens, se dit-il, et je serais un fripon si j'abusais de leur bonne foi. » Il reprit tout haut. « Monsieur le baron, la noble confiance que vous me témoignez m'oblige à vous donner quelques détails sur... Monsieur le marquis, vous m'affligeriez sérieusement en insistant davantage. Je croirais que vous ne vous obstinez à me donner ces renseignements que pour m'obliger à fournir les preuves de mon rang et de ma fortune. » La baronne appuya ces mots d'un geste amical qui voulait dire « N'insistez pas, il est susceptible. » « Allons, » pensa Léonce, « c'est partie remise. Nous nous expliquerons, bon gré, mal gré, le jour du contrat. »
Mais le baron ne voulut pas entendre parler de contrat. « Entre gentilshommes, dit-il, ces engagements, ces signatures, ces garanties sont des précautions humiliantes. Aimez-vous Dorothée? Oui? Vous aime-t-elle? J'en suis certain. Alors à quoi bon mettre un notaire entre vous? Je m'imagine que votre amour se passera bien de papier timbré. Cependant, monsieur, si l'on vous avait trompé sur mon état. Mais, terrible enfant, on ne m'a pas trompé, on ne m'a rien dit. Je ne sais rien de vous, sinon que vous plaisez à ma fille, à ma femme, à moi et à tout l'univers. Je ne veux rien connaître de plus. Est-ce que j'ai besoin de votre argent? Si vous êtes riche, tant mieux. Si vous êtes pauvre, tant pis. Dites-en autant de moi, nous serons quittes. Tenez, voici qui va mettre votre conscience en repos. Vous n'avez rien, ma fille n'a rien. Vous vous appelez Léonce, elle s'appelle Dorothée, et je vous donne ma bénédiction paternelle. Êtes-vous content? Léonce pleurait de joie. On fit entrer Dorothée. « Venez, ma fille, » dit la baronne, « venez dire au marquis que vous n'épousez ni son nom ni sa fortune, mais sa personne. »« Chère Léonce, » dit Dorothée, « je vous aime follement. » Elle ne mentait pas d'une syllabe. Léonce se maria au mois de mars. Il était temps. La corbeille dévora le dernier billet de 1000 francs. Je ne servis pas de témoin pour cette fois. Les témoins étant des personnages, Mathieu ne put venir à Paris. Il attendait les couches de sa femme, il m'avait chargé de lui rendre compte de la fête, et je remplis avec bonheur ma tâche d'historiographe. Dorothée, dans sa robe blanche de velours épinglé, eut un succès d'adoration. On l'appelait le petit ange brun. Après la cérémonie, un dîner de 40 couverts fut servi chez le baron, et Léonce me fit l'amitié de m'y inviter. Il me présenta à sa femme au sortir de table. « Ma chère Dorothée, » lui dit-il, « c'est un de mes vieux camarades, qui sera un jour ou l'autre le professeur de nos enfants. J'espère que vous lui ferez toujours bon accueil. Les meilleurs amis ne sont pas les plus brillants, mais les plus solides. »« Monsieur le professeur, » dit la belle Dorothée, « vous serez toujours le bienvenu chez nous. Je souhaite que Léonce m'apporte en mariage tous ses amis. Savez-vous l'allemand? » ?»« Non, madame, à ma grande honte. Je regretterai toujours de ne pouvoir lire dans le texte Hermann et Dorothée. La perte n'est pas grande, croyez-moi. Une pastorale emphatique, un air de flageolet joué sur l'ophicléide. Vous avez mieux que cela en France. Aimez-vous Balzac? C'est mon homme. Les mariages de Paris, par Edmond About, 75e mille, Paris, librairie Hachette, et 79, boulevard Saint-Germain, 79. 1985, droit de propriété et de traduction réservé. Madame Lachette, Madame, j'ai vu, ces jours passés, un auteur bien en peine. Il avait écrit au coin du feu, entre sa mère et sa sœur, une demi-douzaine de contes bleus qui pouvaient former un volume. Restait à faire la préface, car un livre sans préface ressemble à un homme qui est sorti sans chapeau. L'auteur, modeste comme nous le sommes tous, voulait faire l'éloge de son œuvre. Il grillait de dire au public « Mes contes sont honnêtes, sains et de bonne compagnie. On n'y trouvera ni un mot grossier, ni une phrase trop court vêtue, ni une de ces tirades langoureuses qui propagent dans les familles la peste du sentiment. Les maris peuvent les donner à leurs femmes, et les mères à leurs filles. » Voilà ce que l'auteur aurait voulu dire. Mais il est si malaisé de se louer soi-même que la préface lui aurait coûté plus de temps que l'ouvrage. Savez-vous alors ce qu'il fit? Il écrivit sur la première page le nom cher et respecté d'une femme du monde et d'une charmante mère de famille, sûr que ce nom le recommanderait mieux que tous les éloges, et que les lectrices les plus ombrageuses ouvriraient sans défiance un livre qui a l'honneur de vous être dédié. Edem
About, Les, mariage de Paris, les jumeaux de l'hôtel Corneille. Lorsque j'étais candidate à l'école normale, c'était au mois d'octobre de l'an de grâce 1848, je me liais d'amitié avec deux de mes concurrents, les frères Debey. Ils étaient bretons, nés à Auray et élevés au collège de Vannes. Quoiqu'ils fussent du même âge, à quelques minutes près, ils ne se ressemblaient en rien, et je n'ai jamais vu deux jumeaux si mal assortis. Mathieu Debey était un petit homme de 23 ans, passablement laid et rabougri. Il avait les bras trop longs, les épaules trop hautes et les jambes trop courtes. Vous auriez dit un bossu qui a égaré sa bosse. Son frère Léonce était un type de beauté aristocratique, grand, bien pris, la taille fine, le profil grec, l'œil fier, la moustache superbe. Ses cheveux, presque bleus, frissonnaient sur sa tête comme la crinière d'un lion. Le pauvre Mathieu n'était pas roux, mais il l'avait échappé belle. Sa barbe et ses cheveux offraient un échantillon de toutes les couleurs. Ce qui plaisait en lui, c'était une paire de petits yeux gris, pleins de finesse, de naïveté, de douceur, et de tout ce qu'il y a de meilleur au monde. La beauté, bannie de toute sa personne, s'était réfugiée dans ce coin-là. Lorsque les deux frères venaient aux examens, Léonce faisait siffler une petite canne à pomme d'argent qui excita bien des jalousies. Mathieu traînait philosophiquement sous son bras un gros parapluie rouge qui lui concilia la bienveillance des examinateurs. Cependant, il fut refusé comme son frère. Le collège de Vannes ne leur avait point appris assez de grec. On regretta Mathieu à l'école. Il avait la vocation, le désir de s'instruire, la rage d'enseigner. Il était né professeur. Quant à Léonce, nous pensions unanimement que ce serait grand dommage si un garçon si bien bâti se renfermait comme nous dans le cloître universitaire. Sa prise de robe nous aurait contristés comme une prise d'habit. Les deux frères n'étaient pas sans ressources. Nous trouvions même qu'ils étaient riches, lorsque nous comparions leur fortune à la nôtre. Ils avaient l'oncle Yvon. L'oncle Yvon, ancien capitaine au cabotage, puis armateur pour la pêche, aux sardines, possédait plusieurs bateaux, beaucoup de filets, quelques biens au soleil, et une jolie maison sur le port d'Auray, devant le pavillon d'en bas. Comme il n'avait jamais trouvé le temps de se marier, il était resté garçon. C'était un homme de grand cœur, excellent pour le pauvre monde et surtout pour sa famille, qui en avait bon besoin. Les gens d'Auray le tenaient en haute estime. Il était du conseil municipal, et les petits garçons lui disaient, en ôtant leur casquette, « Bonjour, capitaine Yvon ». Ce digne homme avait recueilli dans sa maison Monsieur et Madame Debey, et il économisait 200 francs par mois pour les enfants. Grâce à cette munificence, Léonce et Mathieu purent se loger à l'hôtel Corneille, qui est l'hôtel des princes du quartier latin. Leur chambre coûtait 50 francs par mois. C'était une belle chambre. On y voyait 2 lits d'acajou avec des rideaux rouges, et 2 fauteuils, et plusieurs chaises, et une armoire vitrée pour serrer les livres, et même, Dieu me pardonne, un tapis. Ces messieurs mangeaient à l'hôtel. La pension n'y était pas mauvaise, à 75 francs par mois. Le vivre et le couvert absorbaient les 200 francs de l'oncle Yvon. Mathieu pourvut aux autres dépenses. Son âge ne lui permettait pas de se présenter une seconde fois à l'école normale. Il dit à son frère, « Je vais me préparer aux examens de la licence S lettres. Une fois licencié, j'écrirai mes thèses pour le doctorat et le docteur Debey obtiendra un jour ou l'autre une suppléance dans quelque faculté. Toi, tu feras ta médecine ou ton droit. Tu es libre. Et de l'argent ?» demanda Léonce. « Je battrai monnaie. » Je me suis présenté à Sainte-Barbe et j'ai demandé des leçons.
On m'a accepté pour répétiteur des élèves de 3e et de seconde, 2 heures de travail tous les matins et 200 francs tous les mois. Il faudra me lever à 5 heures, mais nous serons riches. Et puis, ajouta Léonce, tu appartiens à la famille des matineux, et c'est un plaisir pour toi que de réveiller le soleil. Léonce choisit le droit. Il parlait comme un oracle, et personne ne doutait qu'il ne fît un excellent avocat. Il suivait les cours, prenait des notes et les rédigeait avec soin, après quoi il faisait sa toilette, courait Paris, se montrait aux 4 points cardinaux et passait la soirée au théâtre. Mathieu, vêtu d'un paletot noisette que je vois encore, écoutait tous les professeurs de la Sorbonne et travaillait le soir à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Tout le quartier latin connaissait Léonce. Personne au monde ne soupçonnait l'existence de Mathieu. J'allais les voir à presque toutes mes sorties, c'est-à-dire le jeudi et le dimanche. Ils me prêtaient des livres. Mathieu avait un culte pour Madame Sand. Léonce était fanatique de Balzac. Le jeune professeur se délassait dans la compagnie de François le Champy, du bonhomme Patience ou des Bessons de la Bessonnière. Son âme simple et sérieuse cheminait en rêvant dans le sillon rougeâtre des charrues, dans les sentiers bordés de bruyères ou sous les grands châtaigniers qui ombragent la mare au diable. L'esprit remuant de Léonce suivait des chemins tout différents. Curieux de sonder les mystères de la vie parisienne, avide de plaisir, de lumière et de bruit, il aspirait dans les romans de Balzac un air enivrant comme le parfum des serres chaudes. Il suivait d'un œil ébloui les fortunes étranges des Rubempré, des Rastignac, des Henri de Marsay. Il entrait dans leurs habits, se glissait dans leur monde, assistait à leurs duels, à leurs amours, à leurs entreprises, à leurs victoires. Il triomphait avec eux. Puis il venait se regarder dans la glace. Étaient-ils mieux que moi? Est-ce que je ne les vaux pas? Qu'est-ce qui m'empêcherait de réussir comme eux? J'ai leur beauté, leur esprit, une instruction qu'ils n'ont jamais eue, et ce qui vaut mieux encore, le sentiment du devoir. J'ai appris dès le collège la distinction du bien et du mal. Je serai un de Marsay moins Lévis, un Rubempré sans Vautrin, un Rastignac scrupuleux. Quel avenir! Toutes les jouissances du plaisir et tout l'orgueil de la vertu. Quand les 2 frères, l'œil fermé à demi, interrompaient leur lecture pour écouter quelques voix intérieures, Léonce entendait le tintement des millions de Nucingen ou de Gobseck, et Mathieu le bruit frétillant de ces clochettes rustiques qui annoncent le retour des troupeaux. Nous sortions quelquefois ensemble. Léonce nous promenait sur le boulevard des Italiens et dans les beaux quartiers de Paris. Il choisissait des hôtels, il achetait des chevaux, il enrôlait des laquais. Lorsqu'il voyait une tête désagréable dans un joli coupé, il nous prenait à partie. « Tout marche de travers, disait-il, et l'univers est un sot pays. Est-ce que cette voiture ne nous irait pas 100 fois mieux ?» Il disait nous par politesse. Sa passion pour les chevaux était si violente que Mathieu lui prit un abonnement de 20 cachets au manège. Mathieu, lorsque nous lui laissions le soin de nous conduire, s'acheminait vers les bois de Meudon et de Clamart. Il prétendait que la campagne est plus belle que la ville, même en hiver, et les corbeaux sur la neige flattaient plus agréablement sa vue que les bourgeois dans la crotte. Léonce nous suivait en murmurant et en traînant le pied. Au plus profond des bois, il rêvait des associations mystérieuses comme celle des 13, et il nous proposait de nous liguer ensemble pour la conquête de Paris. De mon côté, je fis faire à mes amis quelques promenades curieuses. Il s'est fondé à l'école normale, un petit bureau de bienfaisance, une cotisation de quelques sous par semaine, le produit d'une loterie annuelle, et les vieux habits de l'école composent un modeste fonds où l'on prend tous les jours
sans jamais l'épuiser. On distribue dans le quartier quelques cartons imprimés, qui représentent du bois, du pain ou du bouillon, quelques vêtements, un peu de linge et beaucoup de bonnes paroles. La grande utilité de cette petite institution est de rappeler aux jeunes gens que la misère existe. Mathieu m'accompagnait plus souvent que Léonce dans les escaliers tortueux du 12e arrondissement. Léonce disait « La misère est un problème dont je veux trouver la solution. Je prendrai mon courage à 2 mains. Je surmonterai tous mes dégoûts. Je pénétrerai jusqu'au fond de ces maisons maudites où le soleil et le pain n'entrent pas tous les jours. Je toucherai du doigt cet ulcère qui ronge notre société et qui l'a mise, tout récemment encore, à 2 doigts du tombeau. Je saurai dans quelle proportion le vice et la fatalité travaillent à la dégradation de notre espèce. » Il disait d'excellentes choses, mais c'était Mathieu qui venait avec moi. Il me suivit un jour rue Traversine, chez un pauvre diable dont le nom ne me revient pas. Je me rappelle seulement qu'on l'avait surnommé le Petit Gris, parce qu'il était petit et que ses cheveux étaient gris. Il avait une femme et point d'enfant, et il rempaillait des chaises. Nous lui fîmes notre première visite au mois de juillet 1849. Mathieu se sentit glacé jusqu'au fond des os en entrant dans la rue Traversine. C'est une rue dont je ne veux pas dire de mal, car elle sera démolie avant 6 mois. Mais, en attendant, elle ressemble un peu trop aux rues de Constantinople. Elle est située dans un quartier de Paris que les Parisiens ne connaissent guère. Elle touche à la rue de Versailles, à la rue du Paon, à la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Elle est parallèle à la rue Saint-Victor. Peut-être est-elle pavée ou macadamisée, mais je ne réponds de rien. Le sol est couvert de paille hachée, de débris de toute espèce, et de marmots bien vivants qui se roulent dans la boue. À droite et à gauche s'élèvent 2 rangs de maisons hautes, nues, sales, percées de petites fenêtres sans rideaux. Des haillons assez pittoresques émaillent chaque façade, en attendant que le vent prenne la peine de les sécher. La rue de Rivoli est beaucoup mieux, mais le Petit Gris n'avait pas trouvé à louer rue de Rivoli. Il nous raconta sa misère. Il gagnait 1 franc par jour. Sa femme tressait des paillassons et gagnait de 50 à 60 centimes. Leur logement était une chambre au 5e. Leur parquet, une couche de terre battue. Leurs fenêtres, une collection de papiers huilés. Je tirai de ma poche quelques bons de pain et de bouillon. Le Petit Gris les reçut avec un sourire légèrement ironique. « Monsieur, me dit-il, vous me pardonnerez si je me mêle de ce qui ne me regarde point, mais j'ai dans l'idée que ce n'est pas avec ces petits cartons-là qu'on guérira la misère, autant mettre de la charpie sur une jambe de bois. Vous avez pris la peine de monter mes 5 étages avec monsieur votre ami, pour m'apporter 6 livres de pain et 2 litres de bouillon. Nous en voilà pour 2 jours. Mais reviendrez-vous après-demain? C'est impossible. Vous avez autre chose à faire. Dans 2 jours, je serai donc au même cran que si vous n'étiez pas venu. J'aurai même plus grand faim, car l'estomac est féroce au lendemain d'un bon dîner. Si j'étais riche comme vous autres, ici Mathieu m'enfonça son coude dans le flanc. Je m'arrangerais de façon à tirer les gens d'affaires pour le reste de leur jour. Et comment? Si la recette est bonne, nous en profiterons. Il y a 2 manières. On leur achète un fonds de commerce, ou on leur procure une place du gouvernement. « Tais-toi donc, » lui dit sa femme. « Je t'ai toujours dit que tu te ferais du tort avec ton ambition. » Où est le mal si je suis capable? J'avoue que j'ai toujours eu l'idée de demander une place. On m'offrirait 10 francs pour m'établir marchand des 4 saisons, ou pour acheter un fond d'allumettes. Je ne refuserais certainement pas, mais je regretterais toujours un peu la place que j'ai en vue. Et quelle place, s'il vous plaît?
demanda Mathieu. Balayeur de la ville de Paris. On gagne ses 20 sous par jour, et l'on est libre à 10 heures du matin, au plus tard. Si vous pouviez m'obtenir cela, mes bons messieurs, je doublerais mon gain, j'aurais de quoi vivre, vous seriez dispensés de monter ici avec des petits cartons dans vos poches, et c'est moi qui irais vous remercier chez vous. » Nous ne connaissions personne à la préfecture, mais Léonce avait rencontré le fils d'un commissaire de police. Il usa de son influence pour obtenir la nomination du Petit Gris. Lorsque nous vînmes le féliciter, le premier meuble qui frappa nos yeux fut un balai gigantesque dont le manche était enrichi d'un cercle de fer. Le titulaire de ce balai nous remercia chaudement. « Grâce à vous, nous dit-il, je suis au-dessus du besoin. Mes chefs m'apprécient déjà, et je ne désespère pas de faire enrôler ma femme dans ma brigade. Ce serait la richesse. Mais il y a sur notre palier 2 dames qui auraient bon besoin de votre assistance. Malheureusement, elles n'ont pas les mains faites pour balayer. »« Allons les voir, » dit Mathieu. « Laissez-moi d'abord vous parler. Ce n'est pas des personnes comme ma femme et moi. Elles ont eu des malheurs. La dame est veuve. Son mari était bijoutier en gros, rue d'Orléans, au Marais. Il est parti l'année dernière pour la Californie, avec une machine qu'il a inventée, une machine à trouver l'or. Mais le bateau a fait naufrage en chemin, avec l'homme, la machine et le reste. Ces dames ont lu dans les journaux qu'on n'avait pas sauvé une allumette. Alors, elles ont vendu le peu qui leur restait, et elles ont été demeurées rue d'Enfer. Et puis la dame a fait une maladie qui leur a mangé tout. Elles sont donc venues ici. Elles brodent du matin au soir jusqu'à la mort de leurs yeux. Mais elles ne gagnent pas lourd. Ma femme les aide à faire leur ménage quand elle a le temps. On n'est pas riche, mais on fait l'aumône d'un coup de main à ceux qui ont trop de peine. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que ces dames ne demandent rien à personne et qu'il faudra y mettre des formes pour leur faire accepter quelque chose. D'ailleurs, la demoiselle est jolie comme un cœur et cela rend sauvage, comme vous comprenez. » Mathieu devint tout rouge à l'idée qu'il aurait pu être indiscret. « Nous chercherons un moyen, » dit-il. « Comment s'appelle cette dame ? » ?»« Madame Bourgade. »« Merci. » 2 jours après, Mathieu, qui n'avait jamais voulu de leçons particulières, entreprit de préparer un jeune homme au baccalauréat. Il s'y donna de si bon cœur que son élève qui avait été refusé 4 ou 5 fois fut reçu le 18 août au commencement des vacances. C'est alors seulement que les 2 frères se mirent en route pour la Bretagne. Avant de partir, Mathieu me remit 50 francs. « Je serai absent 5 semaines, me dit-il. Il faut que je revienne en octobre pour la rentrée des classes et pour les examens de la licence. Tu iras à la poste tous les lundis et tu prendras un mandat de 10 francs. Au nom de Madame Bourgade, tu connais l'adresse. Elle croit que c'est un débiteur de son mari qui s'acquitte en détail. Ne te montre pas dans la maison. Il ne faut point éveiller les soupçons de ces dames. Si l'une d'elles tombait malade, le Petit Gris viendrait t'avertir et tu m'écrirais. Je vous l'avais bien dit, qu'on ne lisait que de bons sentiments dans les petits yeux gris de Mathieu. Pourquoi n'ai-je pas conservé la lettre qu'il m'écrivit pendant les vacances? Elle vous ferait plaisir. Il me dépeignait avec un enthousiasme naïf la campagne dorée par les ajoncs, les pierres druidiques de Carnac, les dunes de Quiberon, la pêche aux sardines dans le golfe, et la flottille de voiles rouges qui récolte les huîtres dans la rivière dorée. Tout cela lui semblait nouveau, après une année d'absence. Son frère s'ennuyait un peu en songeant à Paris. Pour lui, il n'avait trouvé que des plaisirs. Ses parents se portaient si bien. L'oncle Yvon était si gros et si gras. La maison était si belle, les lits si moelleux, la table si plantureuse. J'ai peut-être oublié de vous dire que Mathieu mangeait pour 2. Sais-tu la seule chose qui m'est attristée ? M'écrivait-il en post-scriptum.
Je te l'avouerai, quand tu devrais te moquer de moi. Il y a dans la maison 2 grandes paresseuses de chambre, bien parquetées, bien aérées, bien meublées, et qui ne servent à personne. Je suis sûr que mon oncle les louerait pour rien à une honnête famille qui voudrait les prendre. Et l'on paye 100 francs par an pour habiter la rue Traversine. Mathieu revint au mois d'octobre et enleva haut la main son diplôme de licencié ès lettres. Les notes des examinateurs lui furent si favorables qu'on lui offrit la chaire de 4e au lycée de Chaumont, mais il ne put se décider à quitter son frère et Paris. Il me donnait de temps en temps des nouvelles de la rue Traversine. Madame Bourgade était souffrante. Vous ne vous rendrez bien compte de l'intérêt qu'il portait à ces protégés invisibles que si je vous initie au grand secret de sa jeunesse. Il n'avait encore aimé personne. Comme ses camarades ne lui avaient pas ménagé les plaisanteries sur sa laideur. Il était modeste, au point de se regarder comme un monstre. Si l'on avait essayé de lui dire qu'une femme pouvait l'aimer tel qu'il était, il aurait cru qu'on se moquait de lui. Il rêvait quelquefois qu'une fée le frappait de sa baguette et qu'il devenait un autre homme. Cette transformation était la préface indispensable de tous ses romans d'amour. Dans la vie réelle, il passait auprès des femmes sans lever les yeux. Il craignait que sa vue ne leur fût désagréable. Le jour 10, où il devint le bienfaiteur inconnu d'une belle jeune fille, il sentit au fond de son cœur un contentement humble et tendre. Il se comparait au héros de La Belle et la Bête, qui cache son visage et ne laisse voir que son âme, ou à ce paria de la chaumière indienne qui dit « Vous pouvez manger de ces fruits, je n'y ai pas touché ». C'est un accident imprévu qui le mit en présence de mademoiselle Bourgade. Il était chez le Petit Gris à demander des nouvelles, lorsque Aimé entra en criant au secours. Sa mère était évanouie. Mathieu courut avec les autres. Il amena le lendemain un interne de la Pitié. Madame Bourgade n'était malade que d'épuisement. On la guérit. La femme de Petit Gris fut installée chez elle en qualité d'infirmière. Elle allait chercher les médicaments et les aliments, et elle savait si bien marchander qu'elle les avait pour rien. Madame Bourgade but un excellent vin de Médoc qui lui coûtait 60 centimes la bouteille. Elle mangea du chocolat ferrugineux à 2 francs le kilogramme. C'est Mathieu qui faisait ces miracles et qui ne s'en vantait pas. On ne voyait en lui qu'un voisin obligeant, on le croyait logé rue Saint-Victor. La malade s'accoutuma doucement à la présence de ce jeune professeur, qui montrait les attentions délicates d'une jeune fille. Sa prudence maternelle ne se mit jamais en garde contre lui. Tout au plus, si elle le regardait comme un homme. À la simplicité de sa mise, elle jugea qu'il était pauvre. Elle s'intéressait à lui comme il s'intéressait à elle. Un certain lundi du mois de décembre, elle le vit venir en paletot noisette, sans manteau, par un froid très vif. Elle lui dit, après de longues circonlocutions, qu'elle venait de toucher une somme de 10 francs, et elle offrit de lui en prêter la moitié. Mathieu ne sut s'il devait rire ou pleurer. Il avait engagé son manteau, le matin même, pour ces malheureux 10 francs. Voilà où ils en étaient au bout d'un mois de connaissance. Aimé s'abandonnait moins aux douceurs de l'intimité. Pour elle, Mathieu était un homme. En le comparant au Petit Gris et aux habitants de la rue Traversine, elle le trouvait distingué. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, elle n'avait guère eu le temps d'observer le genre humain. Elle ignorait non seulement la laideur de Mathieu, mais encore sa propre beauté. Il n'y avait pas de miroir dans la maison. Madame Bourgade raconta à Mathieu ce qu'il savait en partie, grâce aux indiscrétions du Petit Gris. Son mari faisait médiocrement ses affaires et gagnait à peine de quoi vivre lorsqu'il apprit la découverte de la Californie. En homme de sens, il devina que les premiers explorateurs de cette terre fortunée poursuivraient les lingots d'or et les pépites
enfouis dans le roc, sans prendre le temps d'exploiter les sables aurifères. Il se dit que la spéculation la plus sûre et la plus lucrative consisterait à laver la poussière des mines et le sable des ravins. Dans cette idée, il construisit une machine fort ingénieuse qu'il appela, de son nom, le séparateur Bourgade. Pour en faire l'épreuve, il mélangea 30 grammes de poudre d'or avec 100 kilogrammes de terre et de sable. Le séparateur reproduisit tout l'or à 2 décigrammes près. Fort de cette expérience, M. Bourgade rassembla le peu qu'il possédait, laissa à sa famille de quoi vivre pendant 6 mois, et s'embarqua sur la belle Antoinette de Bordeaux, à la grâce de Dieu. 2 mois plus tard, la belle Antoinette se perdit corps et biens, en sortant de la passe de Rio de Janeiro. Mathieu s'avisa que, sans faire un voyage en Californie, on pourrait exploiter l'invention de Feu Bourgade au profit de la veuve et de sa fille. Il pria Madame Bourgade de lui confier les plans qu'elle avait conservés, et je fus chargé de les montrer à un élève de l'école centrale. La consultation ne fut pas longue. Le jeune ingénieur me dit, après un examen d'1 seconde, « Connu, c'est le séparateur Bourgade. Il est dans le domaine public, et les Brésiliens en fabriquent 10 000 par an, à Rio de Janeiro. Tu connais l'inventeur. Il est mort dans un naufrage. La machine aura surnagé, cela se voit tous les jours. » Je m'en revins piteusement à l'hôtel Corneille pour rendre compte de mon ambassade. Je trouvai les 2 frères en larmes. L'oncle Yvon était mort d'apoplexie, en leur léguant tous ses biens. J'ai conservé une copie du testament de l'oncle Yvon. La voici, le 15 août 1849, jour de l'Assomption. J'ai, Mathieu, Jean Léonce. Yvon, saint de corps et d'esprit, et muni des sacrements de l'Église, rédigé le présent testament et acte de mes dernières volontés, prévoyant les accidents auxquels la vie humaine est exposée et désirant que, s'il m'arrive malheur, mes biens soient partagés sans contestation entre mes héritiers, j'ai divisé ma fortune en 2 parts, aussi égales que j'ai pu les faire, savoir. Premier, une somme de 50 000 francs, rapportant 5%, et placée par les soins de Maubriet, notaire, à Paris. Deuxième, ma maison, 6 à Auré, mes landes, terres arables et immeubles de toutes sortes, mes bateaux, filets, engins de pêche, armes, meubles, hardes, linge et autres objets mobiliers, le tout évalué, en conscience et justice, à 50 000 francs. Je donne et lègue la totalité de ces biens à mes neveux et filleuls, Mathieu et Léonce de B, enjoignant à chacun d'eux de choisir, soit à l'amiable, soit par la voie du sort, une des 2 parts ci-dessus désignées, sans recourir, sous aucun prétexte, à l'intervention des hommes de loi. Dans le cas où je viendrais à mourir avant ma sœur, Yvonne Yvon, femme de B, et son mari, mon excellent beau-frère, je confie à mes héritiers le soin de leur vieillesse, et je compte qu'ils ne les laisseront manquer de rien, suivant l'exemple que je leur ai toujours donné. Le partage ne fut pas long à faire, et l'on n'eut pas besoin de consulter le sort. Léonce choisit l'argent, et Mathieu prit le reste. Léonce disait, « Que voulez-vous que je fasse des bateaux du pauvre oncle? J'aurais bonne grâce à draguer des huîtres ou à pêcher des sardines. Il me faudrait vivre à Auray, et rien que d'y penser, je bâille. Vous apprendriez bientôt que je suis mort et que la nostalgie du boulevard m'a tué. Si, par bonheur ou par malheur, j'échappais à la destruction, toute cette petite fortune périrait bientôt entre mes mains. Est-ce que je sais louer une terre, affermer une pêcherie ou régler des comptes d'association avec une demi-douzaine de marins? Je me laisserai voler jusqu'aux cendres de mon feu. Que Mathieu m'abandonne l'argent, je le placerai sur une valeur solide qui me rapportera 20 pour 1. Voilà comme j'entends les affaires. À ton aise, répondit Mathieu.
Je crois que tu n'aurais pas été forcé de vivre à Auray. Nos parents se portent bien, Dieu merci, et ils suffisent peut-être à la besogne. Mais dis-moi donc quelle est la valeur miraculeuse sur laquelle tu comptes placer ton argent. Ma tête, écoute-moi posément. De tous les chemins qui mènent un jeune homme à la fortune, le plus court n'est ni le commerce, ni l'industrie, ni l'art, ni la médecine, ni la plaidoirie, ni même la spéculation. C'est devine. Dame, je ne vois plus que le vol sur les grands chemins, et il devient de jour en jour plus difficile, car on n'arrête pas les locomotives. Tu oublies le mariage, c'est le mariage qui a fait les meilleures maisons de l'Europe. Veux-tu que je te raconte l'histoire des comtes de Habsbourg? Il y a 700 ans, ils étaient un peu plus riches que moi, pas beaucoup. À force de se marier et d'épouser des héritières, ils ont fondé une des plus grandes monarchies du monde, l'Empire d'Autriche. J'épouse une héritière. Laquelle? Je n'en sais rien, mais je la trouverai. Avec tes 50 000 francs. Halte là. Tu comprends que si je me mettais en quête d'une femme avec mon petit portefeuille contenant 50 billets de banque, tous les millions me riraient au nez. Tout au plus, si je trouverais la fille d'un mercier ou l'héritière présomptive d'un fonds de quincaillerie. Dans le monde où l'on tiendrait compte d'une si pauvre somme, on ne me saurait gré ni de ma tournure, ni de mon esprit, ni de mon éducation. Car enfin, nous ne sommes pas ici pour faire de la modestie. À la bonne heure. Dans le monde où je veux me marier, on m'épousera pour moi, sans s'informer de ce que j'ai. Quand un habit est bien fait et bien porté, mon cher, aucune fille de condition ne s'informe de ce qu'il y a dans les poches. Là-dessus, Léonce expliqua à son frère qu'il emploierait les écus de l'oncle Yvon à s'ouvrir les portes du grand monde. Une longue expérience, acquise dans les romans, lui avait appris qu'avec rien on ne fait rien, mais qu'avec de la toilette, un joli cheval et de belles manières, on trouve toujours à faire un mariage d'amour. « Voici mon plan, dit-il. Je vais manger mon capital. Pendant un an, j'aurai 50 000 francs de rente en effigie, et le diable sera bien malin si je ne me fais pas aimer d'une fille qui les possède en réalité. Mais, malheureux, tu te ruines. Non, je place mon argent à 20 pour 1. Mathieu ne prit pas la peine de discuter contre son frère. Au demeurant, les fonds placés ne devaient être disponibles qu'au mois de juin. Il n'y avait pas péril en la demeure. Les héritiers de l'oncle Yvon ne changèrent rien à leur genre de vie. Ils n'étaient pas plus riches qu'autrefois. Les bateaux et les filets faisaient marcher la maison dorée. Me Aubriette donnait 200 francs par mois, ainsi que par le passé. Les répétitions de Sainte-Barbe et les visites à la rue Traversine allaient leur train. La vérité m'oblige à dire que Léonce était moins assidu aux cours de l'école de droit qu'aux leçons de danse et d'escrime. Le petit gris, toujours ambitieux, et je le crains, un peu intrigant, obtint la nomination de sa femme et intronisa un deuxième balai dans son appartement. Ce fut le seul événement de l'hiver. Au mois de mai, Madame de B écrivit à ses fils qu'elle était fort en peine. Son mari avait beaucoup à faire et ne suffisait point. Un homme de plus dans la maison n'eût pas été de trop. Mathieu craignit que son père ne se fatiguât outre mesure. Il le savait dur à la peine et courageux malgré son âge. Mais on est plus jeune à 60 ans, même en Bretagne. « Si je m'écoutais, me dit-il un jour, j'irais passer 6 mois là-bas. Mon père se tue. Qu'est-ce qui te retient? D'abord, mes répétitions. Passe-les à un de nos camarades, je t'en indiquerai 6 qui en ont plus besoin que toi, et Léonce qui fera des folies. Sois tranquille, s'il doit en faire, ce n'est pas ta présence qui le retiendra. Et puis quoi? Ces dames, tu les as bien quittées aux vacances. Donne-les-moi encore à garder.
J'aurai soin qu'elles ne manquent de rien. Mais elles me manqueront à moi, reprit-il, en rougissant jusqu'aux yeux. Hé, parle donc, tu ne m'avais pas dit qu'il y eut de l'amour sous roche. Le pauvre garçon resta atterré. Il devina pour la première fois qu'il aimait mademoiselle Bourgade. Je l'aidai à faire son examen de conscience. Je lui arrachai un à un tous les petits secrets de son cœur, et il demeura atteint et convaincu d'amour passionné. De ma vie, je n'ai vu un homme plus confus. On lui eût appris que son père avait fait banqueroute, je crois qu'il aurait montré moins de honte. Il fallut bien le rassurer un peu et le réconcilier avec lui-même. Mais quand je lui demandai s'il croyait être payé de retour, il eut un redoublement de confusion qui me fit peine. J'eus beau lui dire que l'amour est un mal contagieux et que 19 fois sur 20, les passions sincères sont partagées. Il croyait faire exception à toutes les règles. Il se plaçait modestement au dernier rang de l'échelle des êtres, et il voyait dans mademoiselle Bourgade des perfections au-dessus de l'humanité. Aucun chevalier du bon temps ne s'est fait plus humble et plus petit devant les beaux yeux de sa dame. J'essayais de le relever dans sa propre estime, en lui dévoilant les trésors de bonté et de tendresse qui étaient en lui. À toutes mes raisons, il répondait en me montrant sa figure, avec une petite grimace résignée qui m'attirait des larmes dans les yeux. En ce moment, si j'avais été femme, je l'aurais aimée. « Voyons, lui dis-je, comment est-elle avec toi ?»« Elle n'est jamais avec moi. Je suis dans la chambre, elle aussi, et cependant nous ne sommes pas ensemble. Je lui parle, elle me répond. Mais je ne peux pas dire que j'ai jamais causé avec elle. Elle ne m'évite pas, elle ne me cherche pas. Je crois cependant qu'elle m'évite, ou du moins que je lui suis désagréable quand on est bâti comme cela. » Il s'emportait contre sa pauvre personne avec une naïveté charmante. La froideur de mademoiselle Bourgade, pour un être si excellent, n'était pas naturelle. Elle ne s'expliquait que par un commencement d'amour ou par un calcul de coquetterie. Mademoiselle Bourgade, c'est elle que tu as hérité. Non, elle te croit pauvre comme elle. Sans cela, il y a longtemps qu'on m'aurait mis à la porte. Si cependant, ne rougis pas. Si par impossible, elle t'aimait comme tu l'aimes, que ferais-tu? Je lui dirais, « Allons, pas de fausse honte. Elle n'est pas là. Tu l'épouserais? Oh, si je pouvais. Mais je n'oserais jamais me marier. » Ceci se passait un dimanche. Le jeudi suivant, quoique j'eusse bien promis d'éviter la rue Traversine, je fis une visite au Petit Gris. J'avais mis mon plus bel habit d'uniforme, avec des palmes toutes neuves à la boutonnière. Le Petit Gris alla prévenir madame Bourgade qu'un monsieur lui demandait la faveur de causer quelques instants avec elle seule. Elle vint comme elle était, et notre hôte sortit, sous prétexte d'acheter du charbon. Madame Bourgade était une grande et belle femme, maigre jusqu'aux os. Elle avait de longs yeux tristes, de beaux sourcils et des cheveux magnifiques, mais presque plus de dents, ce qui la vieillissait. Elle s'arrêta devant moi, un peu interdite. La misère est timide. « Madame, lui dis-je, je suis un ami de Mathieu Debay. Il aime mademoiselle votre fille, et il a l'honneur de vous demander sa main. Voilà comme nous étions diplomates à l'école normale. Asseyez-vous, monsieur, me dit-elle doucement. Elle n'était pas surprise de ma démarche. Elle s'y attendait. Elle savait que Mathieu aimait sa fille, et elle m'avoua avec une sorte de pudeur maternelle que depuis longtemps sa fille aimait Mathieu. J'en étais bien sûr. Elle avait mûrement réfléchi sur la possibilité de ce mariage. D'un côté, elle était heureuse de confier l'avenir de sa fille à un honnête homme avant de mourir. Elle se croyait dangereusement malade et attribuait à des causes organiques un affaiblissement produit par les privations.
Ce qui l'effrayait, c'était l'idée que Mathieu lui-même n'était pas très robuste, qu'il pouvait un jour prendre le lit, perdre ses leçons et rester sans ressources avec une femme, peut-être avec des enfants, car il fallait tout prévoir. J'aurais pu la rassurer d'un seul mot, mais je n'eus garde. J'étais trop heureux de voir un mariage se conclure avec cette sublime imprudence des pauvres qui disent « Aimons-nous d'abord, chaque jour amène son pain ». Madame Bourgade ne discuta contre moi que pour la forme. Elle portait Mathieu dans son cœur. Elle avait pour lui l'amour de la belle-mère pour son gendre, cet amour à 2 degrés, qui est la dernière passion de la femme. Madame de Sévigné n'a jamais aimé son mari comme Monsieur de Grignan. Madame Bourgade me conduisit chez elle et me présenta à sa fille. La belle aimée était vêtue de cotonnade mauvais teint dont la couleur avait passé. Elle n'avait ni bonnet, ni col, ni manchette. Le blanchissage est si cher. Je pus admirer une grosse natte de magnifiques cheveux blonds, un cou un peu maigre, mais d'une rare élégance, et des mains qu'une grande dame eût payées cher. Sa figure était celle de sa mère, avec 20 années de moins. En les voyant l'une à côté de l'autre, je songeais involontairement à ces dessins d'architecture, où l'on voit dans le même cadre un temple en ruine et sa restauration. La taille d'Aimée, avec une brassière au lieu de corset, et un simple jupon sans crinoline montrait une élégance de bonne aloi. Le prix élevé des engins de la coquetterie fait que les pauvres sont moins souvent dupés que les riches. Ce qui m'étonna le plus dans la future Madame de Bay, c'est la blancheur limpide de son teint. On aurait dit du lait, mais du lait transparent. Je ne puis mieux comparer son visage qu'à une perle fine. Elle fut bien franchement heureuse, la petite perle de la rue Traversine, lorsqu'elle apprit les nouvelles que j'apportais. Au beau milieu de sa joie tomba Mathieu, qui ne s'attendait pas à me trouver là. Il ne voulut croire qu'il était aimé que lorsqu'on le lui eut répété 3 fois. Nous parlions tous ensemble, et les quatuors de Beethoven sont une pauvre musique au prix de celle que nous chantions. Puis, comme la porte était restée entr'ouverte, je me dérobais sans rien dire. Mathieu me savait un peu moqueur, et il n'aurait pas osé pleurer devant moi. Il se maria le 1er jeudi de juin, et j'eus soin de ne pas me faire consigner à l'école, car je tenais à lui servir de témoin. Je partageais cet honneur avec un jeune écrivain qui débutait alors dans l'artiste. Les témoins d'Aimée furent 2 amis de Mathieu, un peintre et un professeur. Madame Bourgade avait perdu de vue ses anciennes connaissances. La mairie du 11e arrondissement est en face de l'église Saint-Sulpice. On n'eut que la place à traverser. Toute la noce, y compris Léonce, était contenue dans 2 grands fiacres qui nous menèrent dîner auprès de Meudon, chez le garde de Fleury. Notre salle à manger était un chalet entouré de lilas, et nous découvrîmes un petit oiseau qui avait fait son nid dans la mousse au-dessus de nos têtes. On but à la prospérité de cette famille ailée. Nous sommes tous égaux devant le bonheur. Me croira qui voudra, mais Mathieu n'était plus laid. J'avais déjà remarqué que l'air des forêts avait le privilège de l'embellir. Il y a des figures qui ne plaisent que dans un salon. Vous en trouverez d'autres qui ne charment que dans les champs. Les poupées enfarinées qu'on admire à Paris seraient horribles à rencontrer au coin d'un bois. Je frémis quand j'y pense. Mathieu était, au contraire, un Sylvain très présentable. Il nous annonça au dessert qu'il allait partir pour Auray, avec sa femme et sa belle-mère. L'excellente maman de Bay ouvrait déjà les bras pour recevoir sa bru. Mathieu écrirait ses thèses à loisir. Il serait docteur et professeur quand les sardines le permettraient. Sans parler des enfants, ajouta une voix qui n'était pas la mienne. Ma foi, reprit le marié, s'il nous vient des enfants, je leur apprendrai à lire au coin du feu, et puissé-je avoir 10 élèves dans ma classe. Pour moi, dit Léonce, je vous ajourne tous à l'année prochaine,
Vous assisterez au mariage de Léonce de Bay avec mademoiselle X, une des plus riches héritières de Paris. Vive mademoiselle X, la glorieuse inconnue. En attendant que je la connaisse, reprit l'orateur, on vous contera que j'ai gaspillé une fortune, éparpillé des trésors et dispersé mon héritage à tous les vents de l'horizon. Souvenez-vous de ce que je vous promets. Je jetterai l'or, mais comme un semeur jette la graine. Laissez dire et attendez la récolte. Pourquoi n'avouerais-je pas qu'on buvait du vin de champagne? Mathieu dit à son frère, « Tu feras ce que tu voudras, je ne doute plus de rien, je crois tout possible, depuis qu'elle a pu m'épouser par amour. » Mais le dimanche suivant, à la gare du chemin de fer, Mathieu semblait moins rassuré sur l'avenir de son frère. « Tu vas jouer gros jeu, » lui dit-il en lui serrant la main. « Si Boileau n'était point passé de mode, comme les coiffures de son temps, je te dirais, cette mer où tu cours est féconde en naufrage. » Bah, il ne s'agit pas de Boileau, mais de Balzac. Cette mer où je cours est féconde en héritière. Compte sur moi, mon frère. S'il en reste une au monde, elle sera pour nous. Enfin, souviens-toi, quoi qu'il arrive, que ton lit est fait dans la maison dorée. Fais-y ajouter un oreiller, nous irons vous voir dans notre carrosse. Le petit gris toisa Léonce d'un coup d'œil, approbateur, qui voulait dire « Jeune homme, votre ambition me plaît. » Mais Léonce n'abaissa point ses regards sur le petit gris. Il me prit par le bras, après le départ du train, et il me mena dîner avec lui. Il était gai et plein de belles espérances. « Le sort en est jeté, me dit-il. Je brûle mes vaisseaux. J'ai retenu hier un délicieux entresol rue de Provence. Les peintres y sont. Dans 8 jours, j'y mettrai les tapissiers. C'est là, mon pauvre bon, que tu viendras, le dimanche, manger la côtelette de l'amitié. Quelle idée as-tu de commencer ta campagne au milieu de l'été? Il n'y a pas un chat à Paris. Laisse-moi faire. Dès que mon nid sera installé, je partirai pour les eaux de Vichy. Les connaissances se font vite aux eaux. On se lie, on s'invite pour l'hiver prochain. J'ai pensé à tout, et mon siège est fait. Dans 15 jours, j'en aurai fini avec cet affreux quartier latin, où nous avons passé de si bons moments. Nous croyons nous amuser, parce que nous ne nous y connaissions pas. Est-ce que tu trouves ce poulet mangeable, toi? Excellent, mon cher. Atroce, à propos. J'ai une cuisinière. Un garçon à marier dîne en ville, mais il déjeune chez lui. Reste à trouver un domestique. Tu n'as personne à m'indiquer. Parbleu, je suis fâché d'être à l'école pour 18 mois. Je me serais proposé moi-même, tant je trouve que tu feras un maître magnifique. Mon cher, tu n'es ni assez petit, ni assez grand. Il me faut un colosse ou un gnome. Reste où tu es. As-tu jamais réfléchi sur les livrées? C'est une grave question. Dame, j'ai lu Aristote, chapitre des chapeaux. Que penserais-tu d'une capote bleue de ciel avec des parements rouges? Nous avons aussi l'uniforme des Suisses du pape, jaune, rouge et noir, avec une hallebarde. Qu'en dis-tu? Tu m'ennuies. J'ai passé en revue toutes les couleurs. Le noir est comme il faut, avec une cocarde, mais c'est trop sévère. Le marron n'est pas assez jeune. Le gros bleu est discrédité par le commerce. Tous les garçons de caisse ont l'habit bleu et les boutons blancs. Je réfléchirai. Regarde-moi un peu mes nouvelles cartes de visite. Léonce de Bay et une couronne de marquis. Je te passe le marquisat. Cela ne fait de tort à personne. Mais je crois que tu aurais mieux fait de respecter le nom de ton vieux père. Je ne suis pas rigoriste, mais il me fâche toujours un peu de voir un galant homme se déguiser en marquis, hors le temps du carnaval. C'est une façon délicate de renier sa famille. Pour que tu sois marquis, il faut que ton père soit duc ou mort. Choisis. Pourquoi prendre les choses au tragique? Mon excellent homme de père rirait de tout son cœur à voir son nom ainsi fagoté.
Ne trouves-tu pas que ce tréma sur lit est une invention admirable? Voilà qui donne au nom une couleur aristocratique. Il ne me manque plus que des armoiries. Connais-tu le blason? Mal? Tu en sais toujours assez pour me dessiner un écusson. Garçon, du papier. Tiens, voilà les armes que je te donne. Tu portes écartelés d'or et de gueules. Ceux-ci représentent des lions de gueule sur champ d'or, et ceux-là des merlettes d'or sur champ de gueule. Es-tu content? Enchanté. Qu'est-ce qu'une merlette? Un canard. De mieux en mieux. Maintenant une devise un peu effrontée. Baie de rien ne s'ébaye. Magnifique. Dès ce moment, je te dois hommage comme à mon suzerain. Eh bien, feit le marquis, allumons un cigare et ramène-moi à l'école.